Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a évidemment de grosses annonces cette semaine-ci parce qu'on a eu l'annonce de la Switch 2 et j'ai pas mal de choses à dire, surtout au niveau prix. Nous avons aussi des rumeurs pour les RTX 5060 où on aurait enfin les specs et même les prix, ce qui est plutôt intéressant. Des rumeurs aussi pour les cartes AMD du coup, des 9060 XT et d'autres news en tout genre. Vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Et nous allons d'ailleurs commencer par une nouvelle catégorie qui est la catégorie tout simplement deal. Pas mal de chaînes le font, donc je pense que vous êtes assez bien habitués. Mais ici, évidemment, ce sera juste une rubrique qui fait partie du Texama Show. Je ne vais pas commencer à faire plein de vidéos de deal, je vous rassure. Bien que je vais être très honnête et très transparent, évidemment, ces deals utilisent des liens affiliés, donc ça permet de soutenir la chaîne. Donc si vous utilisez, merci d'avance. Et du coup, sans plus tarder, on regarde les quelques deals que j'ai ici. C'est surtout centré sur le hardware PC parce que c'est plus ma spécialité, mais de temps en temps, on aura évidemment un petit peu de tout au niveau tech. Donc le premier deal ici, c'est sur une alimentation de 1000 watts qui est de chez Asus, c'est une TUF Gaming. Alors il faut savoir que les alimentations Asus, que ce soit les ROG ou les TUF, sont fabriquées par Seasonic. Ici, évidemment, les TUF Gaming utilisent pas forcément les plus hautes de chez Seasonic, ça utilise plus justement des modèles plus milieu de gamme. Donc c'est clairement une alimentation milieu de gamme, mais à ce prix-là, donc 122 € pour 1000 watts, 80 plus Gold et compatible à TX 3.0. Donc vous avez le connecteur d'ailleurs 12 pins. Eh bien, c'est la moins chère qui existe sur le marché. J'ai regardé sur PC par Picker, vous pouvez voir qu'il y a une LC Power, mais LC Power, voilà. La moins chère avec une marque connue, pas les Gigabytes, ça, juste éviter. Ce serait une Be Quiet Pure Power, elle coûte pratiquement 10 € plus cher. Donc c'est vraiment la moins chère à 122 €. Donc ça, c'est le premier deal. Vous aurez un lien dans la description pour ceux intéressés. Et je rappelle que c'est des liens affiliates. On a ensuite un kit de RAM de chez Kingston avec 32 Go. Donc c'est 2 x 16 Go, CL30, 6000 mégas transfert en DDR5. Donc c'est fait pour les plateformes AMD. Vous voyez que c'est même compatible à AMD Expo. Donc ça, c'est assez important. Excellent kit. J'ai plusieurs kits. Alors, pas forcément celui de 32 Go, j'ai celui de 64 Go. J'en ai même deux. J'en ai un version Intel et version AMD. Et il marche hyper bien. Donc, je suis toujours très content à chaque fois que j'achète du Kingston Fury personnellement. Ils font des très bons kits à bon prix. Et là, c'est le cas parce que ce kit coûte 94,90 €. Et j'ai regardé un petit peu les prix. Il existe des marques qui vendent des kits à peu près au même prix. Mais là, c'est le kit le moins cher d'une marque, on va dire, connue. Donc, plutôt intéressant, surtout pour quelqu'un qui voudrait peut-être passer à 32 Go de RAM. Vous avez peut-être pris un PC qui avait seulement 16 Go de RAM avec une nouvelle plateforme AM5. Là, ça vous permettra de passer, ou même pour un nouveau PC. Donc ça, c'est un deal que je vous mettrai encore une fois dans la description. Et pour ceux qui ont peut-être des problèmes de refroidissement, vous avez l'excellent Thermalright Assassin X, qui est une version donc une tour avec deux ventilateurs. Les Thermalright au niveau radiateur sont incroyables pour le prix. Et celui-là, une tour avec deux ventilateurs est vendue 21,29 €. C'est abusé comme prix. C'est même une valeur incroyable et qui est encore moins cher que du coup que d'habitude. Après, il me semble que l'économie est juste de genre quelques euros vu que c'était déjà vraiment pas cher. Mais bon, si vous cherchez à améliorer le refroidissement de votre PC, bah, ça peut être une très bonne solution, très facile à rajouter. Et comme vous pouvez voir, c'est compatible AM4, AM5 et tous les sockets récents de chez Intel. Nous avons ensuite un clavier assez spécial de chez Logitech, c'est le K400, qui est basiquement un clavier TKL avec un trackpad raccordé. Alors, c'est pas vraiment un clavier pour le gaming, c'est du membrane et tout, mais il coûte seulement 29,99 €, c'est du sans fil. Et l'avantage de ce clavier, c'est tout simplement le connecter, par exemple, à un PC qui est connecté à une TV. Comme ça, vous pouvez toujours contrôler la souris, taper du texte, mais vous pouvez le mettre juste caché, peut-être à côté de votre fauteuil ou autre, et jouer sur votre PC justement à la manette. Mais c'est très pratique à avoir et j'en ai acheté un personnellement, comme vous pouvez voir, en 2021. Je l'ai toujours et j'utilise justement pour ce cas-là. C'est très spécifique, mais si vous avez ce cas-là et que justement vous êtes toujours dit ah c'est embêtant d'avoir genre clavier souris séparé, mais vous pouvez utiliser ça, surtout si vous jouez beaucoup à la manette, justement sur votre PC qui est raccordé à votre TV. Ensuite, pour ceux qui ont un Steam Deck ou autre console portable assez similaire, vous avez un SSD ici de chez Crucial qui utilise le format 2230, donc c'est les plus petits formats de SSD NVMe M.2. Et comme vous pouvez voir, c'est du PCI Express 4.0, donc il peut aller jusqu'à 7100 MO à la seconde et tout. Donc parfait pour ce genre de console. Et vous avez un Tera pour 90 €, ce qui est évidemment beaucoup moins cher que d'acheter les versions 1 Tera directement de ces marques respectives. Donc, ça peut être très intéressant. Il y a même aussi un modèle 2 Tera ici, pour ceux qui seraient intéressés, mais je mettrai le lien vers le modèle 1 Tera. Vous pouvez toujours cliquer sur le modèle 2 Tera pour l'avoir. Et il semble aussi être en promotion d'ailleurs.
157 €, donc ça peut valoir totalement la peine pour quelqu'un qui aurait justement besoin de ce genre de SSD. Et pour ceux qui auraient besoin de plus de RAM sur leur ordinateur portable, vous avez ici un excellent kit de chez Crucial en 2 fois 16 Go, en DDR5 5600 MHz ou mégatransfert si vous préférez. Et l'avantage du coup de ce kit-là, c'est que tous les processeurs mobiles, il faut le savoir, qui utilisent des slots SODIMM, du coup, c'est ces slots-là, sont limités à 5600 mégatransferts. Donc, basiquement, ça fonctionnera avec les processeurs Intel, les processeurs AMD, mobiles qui utilisent un slot SODIMM depuis des années. Il n'y a eu aucun changement là-dessus, donc c'est parfait pour à peu près la plupart des gens qui auraient en tout cas de la DDR5 dans leur PC portable. Et donc 32 Go pour 73,99 €, je pense que ça en vaut largement la peine. Et faites bien attention évidemment de prendre le modèle 5600 mégatransfert au lieu des autres modèles. Et maintenant on passe à la première news de la semaine avec le fait que évidemment Nintendo a annoncé la Switch 2 et même lancé les précommandes. Donc nous avons les prix, toutes les informations et notamment aussi les prix des jeux pour cette Switch 2 et plus de précisions sur le support des jeux Switch 1 et aussi qu'est-ce qui va se passer avec la Switch 1. Donc, premièrement, le prix. La Switch 2 va coûter 469,99 € en Europe seul et vous pourrez avoir un bundle avec le dernier Mario Kart qui sera à 509,99 €. C'est un prix qui est, voilà, un petit peu plus haut que je pense que la plupart des gens s'imaginaient parce que la première Switch était sortie à 300 quelque chose d'euros si je me souviens bien. Donc c'est largement au-dessus, même beaucoup plus. Alors évidemment, les specs derrière suivent un petit peu plus. Il y a des specs beaucoup plus récents, donc on va justement en parler. Alors au niveau des specs officiels, on passe ici à un écran de 7,9 pouces, toujours au format 16/9, qui maintenant passe en 1080p. Évidemment, l'écran de la Switch 1 était en 720p, donc là on est à 1920 par 1080 pixels, avec du support HDR10 qui est plutôt intéressant. On a aussi un taux de rafraîchissement qui peut être variable et aller jusqu'à 120 Hz. L'écran est toutefois LCD, donc oui, pas d'écran OLED. Visiblement, c'est sûr et certain, ils vont faire une version OLED dans peut-être 1 ou 2 ans qui coûtera encore plus cher. Nous avons un processeur custom par Nvidia, il ne précise littéralement rien là-dessus, mais Nvidia a fait une news où il précise un petit peu plus de choses. Nous avons aussi 256 Go de stockage UFS, le support enfin du Wi-Fi 6, donc ça c'est plutôt intéressant même si ça c'est... Pourquoi pas même du Wi-Fi 6? C'est un petit peu dépassé quand même le Wi-Fi 6 maintenant, mais bon, bref. Bluetooth évidemment. Et puis, un truc très intéressant, c'est le fait que la console en mode docké dans votre TV pourra supporter jusqu'à du 4K à 60 fps, toujours avec le HDR. Et vous pourrez aussi faire tourner des jeux en 1080p à 120 fps et même en 1440p à 120 fps. Ça, c'est plutôt intéressant. Toujours avec le support d'HDR10. Et puis après, quand vous êtes en mode mobile, vous pouvez avoir des jeux jusqu'à 1080p évidemment, et certains vont tourner à 60 fps. Vous avez des jeux qui pourront même supporter du 720p à 120 fps, donc ça va beaucoup varier selon les jeux et ce qu'ils préfèrent tout simplement faire. Et une nouveauté qu'on avait pu voir, c'est le fait que oui, il y a 2 ports USB type C, donc ça vous permet de charger sur tout simplement 2 côtés de la console, parce qu'avant, il y avait seulement un port sur le bas, et des fois, c'est un peu embêtant d'avoir le câble branché en bas. Il y en a qui préfèrent avoir en haut, donc ça vous permet de justement ne pas avoir ce problème-là. Et puis vous avez toujours le support d'une carte micro SD Express qui peut aller jusqu'à 2 Tera. Il faut évidemment un modèle suffisamment rapide pour supporter justement le fait de mettre des jeux dessus. Et ça va être encore plus important pour la Switch 2 parce que les jeux vont être certainement beaucoup plus lourds et donc requérir justement une carte plus rapide. On a une batterie de 5220 mAh et selon eux, la batterie pourrait durer de 2 à 6,5 heures. Selon les jeux, ça va beaucoup varier justement selon ces jeux-là. Et il faudra à peu près 3 heures pour la recharger, ce qui me paraît être énorme en réalité, quand on voit à quel point certaines batteries peuvent recharger vite maintenant. Mais ouais, voilà, c'est ma foi les specs qu'ils nous donnent ici. Et puis le dock, vous avez quelques specs, mais le plus intéressant avec le dock, c'est que on le voit pas ici, mais il y a un ventilateur derrière. Donc ça va certainement aider à refroidir la console. Je dirais que le plus logique avec le fait qu'ils aient mis un ventilateur, c'est que faire passer de l'air sur l'arrière de la console n'aidera pas énormément. Donc je suppose que le ventilateur aide à augmenter la pression à travers justement le radiateur de la console. Donc ça force de l'air à l'intérieur de la console et donc aide l'autre ventilateur à expulser l'air plus facilement. Ce serait le plus logique parce que sinon, oui, je ne vois pas trop quel est l'intérêt de juste mettre de l'air sur l'arrière de la console, à part si c'était un arrière en métal.
qui servirait de refroidissement. Et vu que Nintendo a donné aucun détail sur la puce NVIDIA utilisée, ils ont fait un blog post NVIDIA de leur part où ils parlent un petit peu plus des technologies qui sont supportées par la console, mais ils ne donnent pas vraiment des specs techniques. Mais on sait très bien, selon les leaks, qui avaient montré la puce et selon le nom de code qui était gravé sur la puce, on sait que c'est une puce Tegra qui est basée sur l'architecture Ampere, donc la RTX 3000. Donc, c'est pas si vieux que ça. Il y en a qui vont considérer que c'est vieux, mais c'est pas si vieux que ça, surtout par rapport à la Switch 1. Et elle aurait plus de 1000 coups d'accord pour une puissance qui, théorique, serait proche d'une PS4. Alors, il y en a qui vont dire, oh, une PS4, c'est si vieux et tout ça, mais on parle d'une console mobile, donc c'est plutôt compact. Donc, en termes de puissance, c'est vraiment pas trop mal en réalité. Et du coup, le plus important, c'est que vous avez des Tensor Core et des RT Core. Donc, on a le support de DLSS Super Résolution, notamment, pas le DLSS Frame Génération et tout ça. Ici, on parle du pur upscaler, qui est selon moi la meilleure technologie d'NVIDIA de ces derniers temps, parce que plus de performance, c'est juste logique de l'activer, et même des fois la qualité est meilleure. Donc, moi, je suis convaincu par cette technologie-là, même si par contre, frame génération et multi-frame génération, c'est plus discutable l'intérêt selon les personnes. Mais ici, on parle de juste de DLSS super résolution, donc là c'est cool d'avoir dans la Switch selon moi. Et il y a de fortes chances que du coup ce soit vraiment DLSS parce que je vois mal Nintendo redévelopper un upscaler pour leur console alors qu'ils peuvent juste utiliser DLSS. Donc c'est une bonne chose quoi qu'il arrive parce que DLSS est le meilleur upscaler qui existe actuellement sur PC en tout cas, ou même sur PC ou n'importe quelle console. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis après vous avez le support du ray tracing. Bon ça, est-ce que vraiment la Switch a besoin de ray tracing? Personnellement, je ne pense pas que ce soit le plus important, surtout pour une console mobile. Mais s'ils rajoutent quelques effets ray tracing par-ci par-là, je veux dire, ça ne dérange pas vraiment. Et tenez compte que certainement, ils vont faire comme Sony et même, il me semble, Microsoft, à avoir différents modes selon vos préférences. Vous aurez un mode fidélité graphique, où justement, vous aurez peut-être du ray tracing, et puis un mode où c'est plus performance, où là, vous avez le maximum d'FPS. Donc ça, c'est à peu près sûr qu'ils le feront. Donc, ma foi, vous aurez le choix justement d'avoir le ray tracing ou pas. Et maintenant, on en arrive à la question justement prix, parce que là, ça fait le plus débat. Au final, je pense que la plupart des gens ont parlé de la Switch 2 juste à cause de ce prix. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne vont pas la précommander parce qu'elle coûte beaucoup trop cher, donc 469 €. Aux États-Unis, c'est un petit peu moins parce qu'il n'y a pas les taxes, mais tenez compte qu'il y a maintenant les tarifs qui vont arriver, donc à mon avis, elle va coûter très cher aux États-Unis. Il faut savoir aussi, et ça amplifie la controverse, c'est qu'il existe un modèle de la Switch 2 qui va être vendu au Japon en exclusivité, parce que c'est un modèle japonais, il n'y a pas d'autre langue, vous ne pourrez que jouer avec des jeux du coup japonais et tout, et il sera vendu pour information, alors c'est converti en dollars depuis le yen, c'était genre 332 $ si je me souviens bien. Basiquement dans les 330 $. Donc là, vous devez bien vous en douter, c'est déjà avec les taxes, ce prix-là, hein, parce que le Japon inclut les taxes dans le prix, et c'est largement inférieur évidemment au prix qu'on voit en Europe et tout ça. Vous allez me dire, oui mais Nintendo est japonais, c'est logique, mais pas vraiment, parce que la Switch 2 est fabriquée en dehors du Japon, donc s'il y a des taxes d'importation ou autre chose au Japon, ils devront quand même les payer et tout. Et même s'il y a moins de taxes au Japon, 330 $, c'est une sacrée différence par rapport au marché des États-Unis et surtout à l'Europe. Donc, est-ce qu'il la vendent à perte aux États-Unis, au Japon pour essayer d'en vendre le plus? Ce qui, personnellement, me paraît pas forcément logique, vu que Nintendo maîtrise assez bien leur marché du Japon. Je pense qu'ils ont plus de soucis à se faire en Europe et aux États-Unis. Donc, je ne sais pas trop cette différence de prix, pourquoi. Mais une chose est sûre, ça montre que, oui, ils pourraient clairement, certainement la vendre moins cher. Et même, quand on regarde cette puce Tegra, oui, elle est très intéressante au niveau puissance et tout, mais ça reste une puce qui est gravée sur du 8 nanomètres de chez Samsung, c'est assez ancien, ça commence à dater surtout, et donc c'est moins cher surtout à faire fabriquer, surtout que Samsung est moins cher que TSMC, donc clairement c'est pas très compliqué de fabriquer cette puce, c'est pas trop cher à fabriquer, et le reste des specs, oui, un écran 1080p LCD 120 Hz, c'est pas mal, mais c'est pas non plus une technologie incroyable en 2025. Et pour le reste aussi des autres specs, ouais, 256 Go de stockage, pas non plus incroyable. On sait évidemment pas la quantité de RAM utilisée d'ailleurs aussi dans la console, donc ça, à voir. Mais une chose est sûre, il pourrait certainement la faire en dessous des 400 €, même à coup sûr. Je pense ici, c'est juste Nintendo qui surfe sur le succès de la Switch 1 et qui se disent, ben, la Switch 1 était hyper populaire, augmentons un petit peu le prix, on va en profiter un petit peu derrière. Il y en a qui
qui disent que c'est justement peut-être à cause des tarifs qu'elle coûte plus cher autre chose, mais tenez compte que le prix qu'ils ont donné jusqu'à maintenant, ils ont même arrêté les précommandes aux États-Unis, c'était le prix avant les tarifs. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Ils auraient pu clairement la faire moins chère. Mais maintenant, on a aussi la question du prix pour les jeux vidéo, parce qu'en plus que la console coûte plus cher, les jeux vont aussi coûter plus cher pour cette Switch 2. Donc tous les jeux Switch 2 coûteront en général plus de 70 euros. Donc vous pouvez voir ici que Mario Kart World sera à 70 euros, 79,99 € et la version physique sera même à 89,99 €, ce qui est abusé. Vous avez Donkey Kong Bonanza qui coûtera 69,99 € ou en version physique 79,99 € et ça continue de cette manière-là. Il y a beaucoup de jeux qui vont être extrêmement chers. Vous avez aussi les précommandes des versions du coup HD, une version remake de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom qui seront faits pour la Switch 2 qui eux aussi vont coûter basiquement 80 €. Donc le prix des jeux en gros va passer à 80 €. Certains sont peut-être un peu moins chers, mais ceux qui seront un peu moins chers seront les jeux plus simples. La plupart des gros jeux, on va dire, de la Switch seront toujours à 80 € et même 90 € en version physique, ce qui est une augmentation de prix assez conséquente, hein. C'est même énorme. Et là, beaucoup de gens étaient mécontents là-dessus. Alors, évidemment, il y en a qui vont citer que le fait que vous avez beaucoup de jeux PlayStation 5 et Xbox qui coûtent déjà 80 €. Et c'est vrai que c'est le cas. Maintenant, pour moi, ça dépend aussi un petit peu des jeux. On ne peut pas jeter la pierre à Nintendo de faire ça pour un jeu tel que un nouveau jeu de la licence Zelda. Bon, là, c'est un remake de l'ancien, donc ça n'est pas forcément valide, mais imaginons il sort un nouveau Zelda fait pour la Switch 2, il le vend 80 €, ça me paraît logique. C'est un jeu AAA qui a demandé beaucoup d'efforts et certainement beaucoup de budget. Donc faire le même prix que Sony avec un jeu AAA sur PlayStation 5 me paraît raisonnable. Maintenant, le problème, c'est que Nintendo a tendance à avoir des prix assez abusés, même pour des jeux clairement pas AAA. Et là, on va les voir à 80 €, 90 €. Ils ont même aussi fait par le passé, et vous pouvez voir pas mal d'exemples, mais ils ont déjà pris des jeux qui étaient sur GameCube, ils les ont portés sur la Switch, et ils les ont revendus prix plein sur la Switch, ce qui est abusé, parce qu'ils ont fait aucun effort, et même le port qu'ils ont fait était mauvais. Genre, le jeu tournait mieux sur GameCube, donc c'est abusé quand on y pense. Donc, c'est abusé comme augmentation de prix parce qu'on le sait très bien, ce ne sera pas juste les gros jeux AAA de chez Nintendo qui vont coûter 80 ou même 90 €. Ça va être beaucoup de jeux et là, ça va juste être abusé. Et là, je me pose la question au final, c'est qui va pouvoir se permettre d'acheter ces jeux? Parce que la Switch a été populaire pour une seule et bonne raison, c'est qu'elle coûtait pas cher. Vous pouvez l'acheter pour moins de 300 € même, très vite, et même la Switch Lite coûte encore moins cher. Et puis après, les jeux étaient relativement peu chers, surtout comparé aux autres consoles. Maintenant, ici, Nintendo se place avec une console qui coûte pratiquement le prix d'une PlayStation 5. Oui, pas la version Pro, mais la PlayStation 5, qui coûte plus cher qu'une Xbox, la version en tout cas dématérialisée. Et même d'ailleurs, il me semble que c'est plus cher que la... Bon, peut-être pas plus cher que la PlayStation 5 version digitale, mais vraiment très proche niveau prix. Les jeux coûtent le même prix, voire même des fois plus cher. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Pour moi, Nintendo, le but de Nintendo a toujours été faire des jeux fun, pas forcément les plus beaux graphiquement, mais des jeux fun qui restent abordables, ou en tout cas moins chers que les autres jeux, et sur une console qui reste aussi abordable. Pour moi, c'est ça, Nintendo. Là, c'est pas Nintendo. Et par le passé, on a déjà eu une situation similaire. Ça me fait beaucoup penser à la Xbox 360, qui a été hyper populaire. Beaucoup plus populaire que la PS3, qui était trop chère. Et du coup, Microsoft est devenu trop confiant là-dessus et ils ont un peu fait n'importe quoi avec la Xbox One, qui était trop chère et qui a eu du mal à sécuriser assez de consommateurs. Et donc, derrière, les développeurs n'avaient pas trop d'intérêt à développer pour cette console. Et bien là, j'ai l'impression que Nintendo va nous faire un petit peu la même chose. Ils vont sortir une console trop chère avec des jeux trop chers. Les gens vont juste rester sur la Switch 1 parce que c'est possible de toujours rester sur la Switch 1. Et ils upgraderont peut-être vers la Switch 2 quand les prix deviendront plus intéressants. Mais en attendant, le problème, c'est que les développeurs vont être en mode « Ouais, il n'y a personne qui va aller sur la Switch 2. Donc, on va continuer de faire nos jeux compatibles pour la Switch 1. Et puis, on s'en fiche un petit peu de la Switch 2. Peut-être on met un mode Switch 2, mais voilà, sans plus. » Donc, c'est probablement ce qui va se passer, selon moi. Ah, et vite fait aussi, j'allais oublier de parler du support des jeux. Donc,
Les jeux, normalement, Switch 1 peuvent tourner sur la Switch 2 parce que c'est techniquement la même architecture. C'est juste que ce sera à la discrétion des développeurs du jeu. Si un développeur du jeu est en mode oui, non, je vois pas de problème, ben, ça pourra tourner. Il y a certains développeurs qui pourront juste faire une mise à jour même gratuite pour supporter les specs plus puissantes, pour déverrouiller par exemple le FPS, pour monter à 120 FPS, parce que forcément, il y a peut-être des jeux qui sont verrouillés à un certain FPS pour éviter des problèmes. Donc ça sera fait. Maintenant, certains jeux développeurs pourront se réserver le droit, donc c'est selon n'importe quel développeur, hein, Nintendo force personne, mais ils pourront se réserver le droit de juste dire ah ben non, la version Switch 1 ne fonctionne pas sur la Switch 2, et du coup vous devrez payer une upgrade qui sortira plus tard, qui coûtera peut-être 20, 30 euros, on ne sait pas, hein, qui permettra de justement pleinement supporter la Switch 2. Donc ça arrivera certainement avec un certain nombre de jeux, donc tenez-en compte. Et puis maintenant, il y a aussi la question de est-ce que les jeux Switch 2 vont être supportés sur la Switch 1? Et là, ben, peu probable. Euh, Peut-être que certains développeurs pourront faire une version qui marche sur les deux consoles, mais il y a peut-être certains développeurs qui vont être en mode ben non, on fait juste une version Switch 2. Donc là aussi, il faudra voir un petit peu ce que ça donne. Cette console est évidemment plus puissante, donc ça permet de faire plus de choses que la Switch 1 ne pouvait pas forcément faire. Parce que notamment la Switch 1 au niveau processeur était très limité, et ça peut être un problème sur des jeux un petit peu plus genre open world. Des fois, ça se voit avec justement Zelda qui ralentit comme pas possible. Donc, et c'est pas juste le GPU, il y a aussi le CPU, hein. Minecraft, notamment, le CPU de la Switch est juste pas assez bon pour Minecraft. Et Minecraft utilise beaucoup de ressources CPU. Donc là, oui, vous n'avez aucune garantie que des jeux Switch 2 seront forcément compatibles avec la Switch 1. Mais ça ne change pas le fait qu'à mon avis, je pense que beaucoup de gens vont juste garder leur Switch 1. Et pour ceux qui se demandent, est-ce que moi je vais recommander une Switch 2? Non, je vais rester sur ma Switch 1. C'est pourtant, il faut le savoir, c'est la console de jeu sur laquelle j'ai le plus joué ces dernières années. J'ai une Xbox Series X, j'y joue presque pas. Je joue surtout à la Switch. J'aime bien la Switch. Et parce que justement, selon moi, Nintendo fait plus des jeux qui sont orientés fun. Ils se concentrent sur le gameplay plutôt que de faire un jeu qui est joli, mais après, il est vide. Mais même avec ça, avec les annonces que j'ai vues là, j'attendais la Switch 2 avec impatience. J'ai fait beaucoup de news là-dessus, vous devez le savoir, parce que j'étais impatient. Et là, je suis déçu. Je peux me permettre de m'acheter la Switch 2, mais j'ai pas envie de motiver une marque à faire ce genre de pratique commerciale, donc je n'achèterai pas une Switch 2. Ah, aussi, petite news très rapide, c'est le fait qu'un nouveau podcast Mémoire vive est sorti. Donc je vous rappelle, je fais un podcast avec Mathis et Gauthier de French Hardware. Du coup, le 4e épisode est sorti, et notamment, un sujet plutôt intéressant selon moi, c'est le fait que vous avez Mathis qui fait une énorme présentation avec un petit peu le support de Gauthier sur comment fonctionne FlowUp et d'où viennent leurs revenus et tout ça. Et franchement, c'est très intéressant de voir le côté fonctionnel d'une entreprise qui fait des PC. Donc, pour ceux qui se demandent justement quelles sont les marges, combien ils font d'argent sur un PC, mais il en parle dans ce podcast-là. Donc, n'hésitez pas à regarder le 4e épisode de Mémoire vive. Merci d'avance. Ensuite, on a une petite update très rapide sur la situation TikTok. Il faut savoir que quand Trump est devenu président, il a fait un executive order qui repoussait la date limite pour TikTok, ou en tout cas le ban de TikTok. C'était 75 jours, il me semble déjà à l'époque. Eh bien, il a re-signé à nouveau, une nouvelle extension justement de ce ban, ou plutôt de l'arrêt de ce ban. Et donc, ça donne à nouveau 75 jours pour TikTok afin de résoudre les problèmes. Et là, le problème, c'est que les États-Unis veulent tout simplement que TikTok appartienne en majorité à un acteur américain, peu importe qui c'est. Il y a plusieurs marques qui se portent garant à peut-être acheter une partie de TikTok. Vous avez Amazon, vous avez MrBeast. Alors, c'est pas un MrBeast avec sa fortune personnelle, mais il se met en association avec une autre marque, une autre entreprise qui amènera le gros du cash, à mon avis. Et même Alexis Onianan, je ne sais pas c'est qui. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés. Mais le problème, évidemment, c'est que TikTok, la version qu'on a, c'est la version internationale, hein, parce que TikTok en Chine, c'est une autre application qui a un autre nom. Et du coup, même si c'est la version internationale, TikTok appartient toujours à ByteDance, qui est une entreprise chinoise. Et donc, le gouvernement chinois est en mode non, 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 on ne vend pas du coup notre technologie à une entreprise qui n'est pas en Chine, donc notamment l'algorithme TikTok. Alors, ils essaient de négocier le fait de peut-être garder le fait que l'algorithme reste licencié justement à ByteDance, mais que l'entreprise TikTok
appartiennent à une entreprise américaine ou autre chose. Donc ça, c'est une négociation qui se fait. Mais le problème, c'est qu'avec justement les tarifs qui sont arrivés récemment, je pense que vous avez dû le voir, toutes ces négociations, à mon avis, vont tomber à l'eau parce que la Chine et les États-Unis ne sont pas forcément très copains en ce moment. Donc, ouais, un peu compliqué. J'en parle encore une fois parce que souvent, quand les États-Unis font quelque chose, surtout au niveau tech, genre ils bannissent Huawei par exemple, eh bien ça a souvent des répercussions vers l'Europe qui des fois va prendre la même décision. Donc le fait de bannir TikTok pourrait influencer parce que tout simplement la version de TikTok qu'on a, c'est la même qu'aux États-Unis, donc ça pourrait influencer justement les contenus et tout ça. Donc, et s'il y a un rachat qui est fait, ça influencera aussi la version que vous voyez de TikTok, parce que ça pourrait affecter la version européenne. Donc, oui, on verra bien ce que ça donnera dans 75 jours, ma foi. Ensuite, on a eu des leaks de specs qu'il faut prendre avec des pincettes, parce qu'évidemment, aucune confirmation pour le moment, parce qu'il n'y a aucune annonce, donc tenez-en compte. Mais on aurait les leaks de specs pour la RX 9060 XT et la RTX 5060 Ti. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On avait déjà parlé en réalité de ces specs, mais là, ça se confirme de plus en plus. Et surtout, on aurait même les prix de la 5060 Ti. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que pas encore eu d'annonce. Donc c'est juste des prix peut-être donnés comme ça. Dans tous les cas, on va aller directement dans le tableau et on va regarder notamment la 5060 Ti. Donc elle aurait 4608 coups d'accord, ce qui est un petit peu plus qu'une... enfin, la 5060 Ti, est-ce que j'ai dit 4060 Ti? Bon, la 5060 Ti aurait 4600 coups d'accord, ce qui est un petit peu plus qu'une 4060 Ti, mais pas énorme non plus. La fréquence serait certainement plus haute parce qu'on l'a vu avec l'RTX 5000, elle est un peu plus haute. Et on aurait toujours un modèle 16 et 8 Go. Par contre, là, la différence, en plus évidemment de la GDDR7 qui augmente la bande passante, c'est que le modèle 16 Go et le modèle 8 Go seraient beaucoup plus proches au niveau prix. Pour information, le modèle 8 Go et 16 Go de la 4060 Ti était séparé d'une différence de prix de $100 ou 100 euros même en Europe, ce qui était énorme. J'avais même dit à l'époque que c'était abusé parce que il me semble que sur le marché, que vous pouvez acheter des puces de mémoire comme ça sur le marché, 8 Go de GDDR6 coûte juste genre 20 euros, un truc dans le genre. Et si vous achetez genre 1000 unités ou autre chose, Nvidia a certainement des meilleurs prix. Donc voilà, très discutable comme augmentation de prix pour 16 Go de RAM. Bien maintenant, visiblement, si ça se confirme, parce qu'évidemment il faut voir si ça se confirme, on aurait une différence de prix beaucoup moins importante ici, parce que ce serait une différence de $50. Donc plutôt intéressant. Et aussi le prix de la 4060, enfin de la 5060 Ti baisse, parce que la version 8 Go de la 4060 Ti était sortie à $399. Donc là on a une diminution du coût de $20, et du coup ça veut dire aussi que le modèle 16 Go au final coûte seulement, ça dépend comment vous voyez, $30 en plus que le modèle 4060 Ti 8 Go. Donc ça, c'est plutôt intéressant si ça se confirme. Même si les specs, par contre, bruts sont... Voilà, moi je vous le dis, vu les specs bruts, on va avoir une répétition de la 5070. La 5070 aussi a eu, même au final, des specs techniquement moins bonnes que la 4070 Super qu'elle est censée remplacer. Et donc, oui, l'upgrade n'était pas très intéressante. Par contre, pour la 5060, si le nombre de codes d'accord se confirme, donc 3840, c'est une augmentation pour information de 25% par rapport à la 4060. Malheureusement, toujours 8 Go de GDDR7 et ça semble se confirmer. On va en parler un petit peu plus après avec les specs aussi des laptops qui ont été un peu leakés. Ça semble se confirmer, les 8 Go. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est tout à fait possible pour Nvidia de faire un modèle 12 Go. Mais enfin, bref. Mais une telle augmentation de coût d'accord va faire en sorte que la 5060 sera certainement beaucoup plus puissante. Et ça, par contre, c'est intéressant parce que c'est la carte qui va être la plus populaire pour cette génération-ci. On peut regarder dans les données Steam. Les cartes les plus populaires, c'est les 4060 mobiles, 3060 mobiles. Donc là, ça va être une carte très populaire, même si elle se révèle pas être bon, ça va être une carte très populaire. Donc là, le fait que les specs bruts soient beaucoup plus puissantes, même si la RAM, voilà, c'est pas trop ça, c'est quand même intéressant. Du coup, quelle est la réponse de AMD par rapport à ça? Et là, la réponse est discutable. Alors là, les specs sont très... on n'a pas beaucoup de specs. Tout ce qu'on sait, c'est que le GPU utilisé dans cette 9060 XT serait le Navi 44 XT et il aurait peut-être la moitié... Alors, ils disent coups d'accord ici, mais ce n'est pas des coups d'accord, c'est des stream processors. La moitié des stream processors d'une RX 9070 ou 9070 XT plutôt. La 9070 XT, pour information, a plus de 4096 stream processors, donc c'est
basiquement la moitié ici. Donc, à voir si ça se confirme, parce que si c'est le cas, ce serait très décevant. Ça veut dire qu'elle serait basiquement 2 fois moins puissante. Et pour info, alors c'est évidemment, il faut voir la fréquence et tout ça, hein. Et puis, ça ne veut pas dire, oh, il y a 2 fois moins de stream processor, c'est 2 fois moins puissant. Il y a d'autres trucs qui affectent, mais si on part du principe qu'elle est 2 fois moins puissante, ça la placerait au niveau d'une 4060 Ti à peu près. Donc, juste pour vous donner une idée. Une 4060 Ti, il me semble, atteint 58% en moyenne, 50 à 60% de la puissance d'une 9070 XT. Et donc là, comme on aurait la moitié des specs d'une 9070 XT, ben voilà. Par contre, elle aurait quand même 16 Go de RAM ou 8 Go de RAM. Là aussi, je me dis AMD. Moi, franchement, surtout quand on voit que ça utilise un bus mémoire de 128 bits et que la 9070 XT utilise un bus mémoire de 256 bits, ça veut dire que là, c'est vraiment coupé en deux. Pourquoi ne pas avoir fait un GPU, surtout pour la 9060 XT, pourquoi ne pas avoir fait un GPU avec un bus mémoire peut-être de 192 bits, lui mettre 12 Go de VRAM, donc basiquement une remplaçante à la 7700 XT. Et puis du coup, au niveau stream processor, genre 3000 stream processor, ça donnerait une puissance qui est vraiment pas mal et ce serait une carte très intéressante vendue en face de la 5060 Ti. Maintenant, ce genre de spec pour une 9060 non XT serait déjà plus logique, même si personnellement je trouve encore une fois que 12 Go de VRAM serait mieux, mais ce serait déjà plus logique, surtout s'ils veulent garder les coûts plus bas, parce que c'est ça aussi qu'il faut se dire. Mais oui, je suis pas un grand fan de ça. Pour moi, AMD a fait un très bon travail avec la 9070 et 9070 XT, même si la 9070 devrait être encore moins chère. Il y a toujours les problèmes de prix et de stock, ça évidemment, mais ils ont quand même fait un bon travail, surtout d'amélioration au niveau du ray tracing. FSR 4 est plutôt prometteur, même si c'est seulement supporté sur ces cartes. Ils ont fait quand même un bon travail, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'ils font la même chose qu'NVIDIA, mais un peu moins pire. Et du coup, ils vont pointer du doigt NVIDIA, mais au final, ils font la même chose, en quelque sorte. Vous voyez, ils font cette bêtise de faire un modèle 16 et 8 Go. Je vois pas l'intérêt d'un modèle 8 Go en 2025, surtout pour une carte qui va coûter plus de 400 € certainement. Non, ça ne devrait plus exister. Et même AMD ne faisait pas ça avec la génération d'avant. Si vous regardez, la seule carte AMD entre 400 et 500 € basiquement que vous pouvez acheter actuellement, ce serait la 7700 XT et elle a 12 Go de VRAM. Donc oui, AMD, par pitié, si vous faites vraiment un modèle 8 Go, alors vendez-le au même prix que la 5060. Mais ce serait quand même une XT, quoi. Et puis vous faites une 9060 encore moins chère. Là, ça pourrait être intéressant. Mais je suis pratiquement sûr qu'ils ne vont pas le faire. Donc c'est ça que je dis que j'aime bien AMD, mais clairement, ils se permettent de faire un petit peu comme Nvidia, mais en un peu moins pire. Et puis après, ils pointent du doigt Nvidia alors qu'ils ont fait techniquement la même chose. Et ça, je ne suis pas un grand fan. Et puis à côté de ça, il y aurait des détails sur une RX 9070 GRE. Et c'est ça qui est encore plus, selon moi, en partie énervant. C'est le fait que cette 9070 GRE aurait 12 Go de VRAM et un bus mémoire de 192 bits et moins de, du coup, parce que ça c'est supposé, elle aurait moins de stream processor que la 9070. Donc certainement genre 3000, ce serait le plus logique. Donc ça, ce serait les specs idéales pour une 9060 XT AMD. Ne faites pas cette bêtise de sortir une carte très intéressante, mais seulement en Chine, et puis qu'elle arrive bizarrement en Europe. C'est ce qui s'est passé avec la 7900 GRE, qui était très intéressante, mais c'était une carte qui était à la base faite pour le marché chinois, puis ils l'ont laissé venir en Europe, sauf qu'il n'y avait pas de modèle custom au début, l'overclocking de la mémoire était bloqué, et puis ils ont apporté le modèle custom, et puis après ils ont fait une mise à jour de driver pour permettre l'overclocking mémoire, qui a décuplé vraiment les puissances de cette carte. C'était le bordel. Franchement, c'était le bordel. Donc là, j'espère qu'ils ne vont pas faire la même erreur. Si vous faites un GPU aussi intéressant, sortez-le partout dans le monde, par pitié. Et même si vous n'avez pas assez de stock, juste fabriquez-en plus, parce que c'est sûr et certain qu'un tel GPU à un bon prix se vendrait comme des petits pains. Donc, faites-le AMD. Arrêtez de vous tourner les pouces des fois. Genre, vous êtes dans une situation où vous devez littéralement vous battre. Nvidia a de plus en plus de parts de marché et vous êtes obligé de vous battre. Plus ils perdent de parts de marché, moins il y a de développeurs qui sont intéressés de développer des jeux qui supportent pleinement les cartes AMD. Et du coup, après, les performances s'effondrent dans les derniers jeux AAA. Et il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés aussi juste de regarder une carte AMD. Ils ont eu énormément de succès avec les 9070 et 9070 XT. Continuez.
sortez une 9070 GRE ou une 9060 XT, peu importe comment vous l'appelez, sortez-en une avec ce genre de spec, avec 3000 stream processors et tout, une bonne fréquence, vous la sortez en dessous des 500 euros, au même prix à peu près du coup que la 5060 Ti va sortir, et elle se vendra très bien. Même si elle a 4 Go de VRAM en moins, c'est pas grave. Le modèle 16 Go de la 5060 Ti, voilà, c'est pas le plus logique non plus. Ensuite, on a justement des rumeurs sur les 5060 et 5550 mobiles parce que tout simplement, vous avez des constructeurs qui ont leaké le fait qu'elles existaient sur leur site constructeur. Donc, ma foi, c'est à peu près sûr qu'elles existent, mais bon, on s'y attendait. Mais là, le plus intéressant, donc là, vous avez un Razer Blade 16 et vous pouvez voir toutes les cartes qui seront dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a la confirmation que oui, il n'y a pas de 5060 Ti mobile. Ce qui est logique, mais c'est quand même intéressant d'avoir la confirmation parce qu'il y a maintenant, cette génération-ci, une 5070 Ti mobile. Et du coup, ça veut dire que si vous regardez dans le tableau de spec ici, la 5090, on le sait, c'est pas une 5090, c'est une 5080 avec des puces de 3 Go pour atteindre 24 Go de RAM. Et évidemment, une fréquence plus basse qu'une 5080. La 5080, c'est une 5070 Ti, on le sait. La 5070 Ti, c'est une 5070. La 5070, c'est une 5060 Ti, certainement. 8 Go de VRAM et tout. 4608 coups d'accord, c'est une 5060 Ti. Donc c'est pour ça qu'on sait à peu près les specs de la 5060 Ti parce que c'est les specs de la 5070 mobile. Maintenant, il n'y a pas de 5060 Ti mobile. Donc directement, on arrive à la 5060. Donc la 5060 aurait en toute logique, du coup, les specs de la 5060 de PC fixe. Et c'était le cas d'ailleurs avec la 4060 mobile qui avait même techniquement des meilleurs specs sur la version mobile, mais la fréquence était plus basse. Mais là, on aurait du coup une carte qui a les mêmes specs que la 5060 de PC fixe, qui a normalement, si ça se confirme, 25% de coût d'accord en plus, et qui du coup va remplacer les laptops normalement 4060, qui sont en général assez abordables. Enfin, ça dépend comment vous le voyez, mais les ordinateurs avec des 4060 mobiles, il y en a eu beaucoup même des fois qui descendaient à 800 euros, des fois à 1000 euros, 1200 euros selon les specs. Donc, ça veut dire qu'on pourrait se retrouver avec des ordinateurs portables qui seraient pas mal intéressants pour ce prix-là. Donc, ça, je suis plutôt franchement, de toutes les cartes d'NVIDIA ces derniers temps, je pense que ce serait, si ça se confirme, ce serait la plus intéressante. Et puis après, il y a la 5050 mobile, voilà, c'est compliqué ces noms, qui elle, on ne sait pas les specs. Et là, ça donne aussi une situation assez bizarre pour NVIDIA. Ça montre un petit peu à quel point ils sont un peu radins au niveau de la RAM pour les modèles entrée de gamme. Mais modèle le plus haut de gamme, 24 Go de VRAM. Un peu moins haut de gamme, 16 Go de VRAM. Un peu moins, voilà, plus milieu de gamme, 12 Go de VRAM. Et puis après, on va dire l'entrée du milieu de gamme et l'entrée de gamme, 8 Go, 8 Go, 8 Go. Pas très logique. Pour moi, ça aurait dû être clairement 8 Go, 12 Go, 5070 ici, 12 Go certainement, 16 Go, 16 Go aussi, c'est pas si déconnant, et puis 24 Go au-dessus. Ensuite, on a G-Skill qui va lancer un kit de RAM abusé qui, certainement, voilà, pas très utile pour la plupart des gens, mais pour ceux qui ont besoin de RAM, ils vont lancer un kit de 64 Go de RAM. Et on parle pas de 2 x 32, non, on parle ici d'une seule barrette à 64 Go, et du coup, vous avez deux barrettes pour 128 Go de RAM en DDR5 jusqu'à 8000 mégas transfert, ce qui est abusé. Et c'est apparemment, ce serait de la G-Skill Royal, peut-être Neo, qui du coup est fait pour AMD. Voilà. Elle a un sous-timing de CL44, donc il y a clairement un peu du sacrifice pour atteindre ces 8000 mégas transferts. Ils ont testé ici avec un Ryzen 9950X, comme vous pouvez voir, et ça semble plutôt bien tourner. Donc ça veut dire que vous pourriez mettre deux de ces kits dans votre système et avoir littéralement 256 Go de RAM, ce qui est abusé. Ou alors vous en mettez un seul, parce que mettre deux kits de RAM sur les plateformes AMD, c'est un peu bancal des fois, surtout quand vous activez le profil Expo. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, jusqu'à maintenant, on va dire les PC vraiment qui avaient besoin de beaucoup de RAM, les PC même de travail et tout ça, bien souvent ils utilisaient les kits de 48 Go x 2, donc 96 Go. Et donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de PC, on va dire professionnels, avec 96 Go de RAM. Bien maintenant, ils pourront passer à 128 Go de RAM, avec toujours seulement du coup deux barrettes et donc plus de stabilité. Donc ma foi, pour monsieur tout le monde qui va juste jouer à des jeux vidéo, pas du tout intéressant. Même pour moi, franchement, j'ai du mal à remplir mes 64 Go de RAM. Mais si vous en avez besoin, ça existe et vous ne sacrifierez pas du coup la stabilité avec le profil Expo. Ensuite, une news, on revient un petit peu au niveau carte graphique et c'est une news qui concerne la 9070 qui, certaines personnes se sont amusées à flasher le BIOS d'une 9070 avec le BIOS d'une 9070 XT.
Et ce qu'ils ont découvert, et c'est pas si étonnant que ça au final, c'est que ça marche. Et du coup, vous obtenez une 9070 XT qui a les mêmes performances et tout. Alors, évidemment, ça semble logique. Je déconseille de faire ça parce que c'est très risqué. Si vous le faites, faites-le seulement avec une carte qui a un dual BIOS. Donc, c'est-à-dire que vous avez un switch dessus qui fait genre BIOS OC, BIOS Silent. Parce que avec un dual BIOS, si vous merdez, vous pouvez toujours retourner à l'autre BIOS et puis reflasher le BIOS qui a merdé, justement. Donc, ça permet de fixer votre problème. Mais oui, je vous déconseille. Et surtout, ça veut dire que vous devez télécharger un VBIOS qui vient d'Internet, donc vous ne savez pas ce qui a été modifié dedans. Il y a peut-être des gens qui sont amusés à faire des modifications, qui rajoutent des failles de sécurité. Donc, basiquement, ne prenez pas un VBIOS sur Internet à la légère. Faites attention. Mais si vous êtes prêt à le faire, ben oui, vous pourriez obtenir une 9070 XT pour le prix d'une 9070. Et comme vous pouvez voir, il y a des tests qui ont été faits où vraiment, ils arrivent même à avoir des meilleures performances qu'un 9070 XT en overclockant et tout ça derrière. Donc oui, ça permet de déverrouiller le potentiel de cette carte, en quelque sorte. Et vous allez me dire, du coup, mais pourquoi c'est possible? Pourquoi, du coup, AMD n'a pas juste fait des 9070 XT? Bien, c'est dû au fait que quand vous êtes fabricant de processeurs de carte graphique, vous allez fabriquer des puces. Donc, par exemple, Intel, ils vont fabriquer une puce qui a, je sais pas moi, on va dire 8 cœurs plus 16 cœurs, haute efficacité énergétique. Mais des fois, certains de ces cœurs sont un peu, voilà, endommagés. Eh bien, si c'est possible, ils vont peut-être du coup laisser 6 cœurs haute performance et puis 12 cœurs haute efficacité énergétique et ça devient un Core i5. Voilà. Et comme ça leur permet de recycler littéralement les puces qui sont un peu défectueuses. Mais des fois, du coup, ils n'ont pas assez de puces défectueuses. Des fois, toutes les puces sont plutôt bonnes. Donc là, ils vont rejeter des puces qui, au final, n'ont pas forcément des dégâts ou autre chose. Peut-être qu'elles ont du mal à être stables avec le TDP de base ou autre chose, mais ils vont quand même les rejeter. Et ça va devenir, par exemple, une 9070. Parce que la 9070 et la 9070 XT utilisent le même GPU. C'est juste qu'une partie des stream processors est désactivée. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Certainement, il y a des fois des GPU qui seront parfaitement capables de devenir une 9070 XT. Mais tenez compte que d'autres fois, ce ne sera pas le cas. Il y a certainement des 9070 qui existent qui sont littéralement incapables de devenir une 9070 XT. Mais certaines pourront le devenir et ça vous permettra de l'avoir comme ça. Alors, pour le moment, tenez compte aussi que l'outil de Flash BIOS n'est pas vraiment mis à jour, si je me souviens bien, et que du coup, vous devez flasher le BIOS avec un flasher de BIOS, un vrai, genre physiquement mettre un truc par-dessus la puce du BIOS pour le flasher. Donc, c'est très compliqué, c'est pas réservé au commun du mortel. Mais dans le futur, quand l'outil sera à jour, ce sera beaucoup plus facile par contre, parce que vous pourrez le faire dans Windows. Et si vous utilisez la technique du switch, évidemment, ça minimise les risques. Mais encore une fois, je ne le recommande pas à quelqu'un qui n'y connaît rien, parce que c'est extrêmement dangereux. Ne le faites que si vous êtes prêt à prendre les risques, et surtout si vous y connaissez beaucoup, et quand l'outil sera mis à jour, parce que voilà. Mais en tout cas, plutôt intéressant, ma foi. Ensuite, nous avons la Chine qui va lancer un nouveau câble. Ça va être le câble GPMI. Et ce câble va permettre de transférer, tenez-vous bien, jusqu'à 480 watts d'énergie et jusqu'à 192 gigabits à la seconde. Donc, pour resituer un petit peu, les meilleurs câbles USB type C, techniquement, qui sont du coup compatibles Thunderbolt 5, peuvent faire passer 240 watts, ce qui est déjà pas mal. Et ils peuvent avoir une bande passante maximum dans un seul sens de 120 gigabits à la seconde. Mais si vous allez dans les deux sens, ce qui est peut-être le cas de ce câble, on ne sait pas trop en vrai, là c'est 80 gigas à la seconde. Du coup, cette nouvelle norme en réalité utilise aussi le câble USB type C. Il existe une version USB type C qui sera limitée à 240 watts justement, mais par contre la bande passante sera quand même un petit peu au-dessus de l'USB type C, on va dire l'USB 4.0 en USB type C, parce que ce sera 96 Gbps au lieu de justement des 80 que j'ai dit justement avant. Donc une petite upgrade par rapport on va dire à l'USB 4.0 ou le Thunderbolt 5. Donc ça c'est intéressant ma foi. Et puis après vous aurez du coup le GPMI type B, qui lui utilise un connecteur beaucoup plus large, qui lui sera justement celui qui peut atteindre les 192 gigabits et surtout les 480 watts d'énergie. Alors quel est l'intérêt d'un tel câble pour ceux qui se demandent? Le gros intérêt que je vois, c'est surtout un setup beaucoup plus simple. Vous avez un seul câble qui sort du PC, vous allez jusqu'à l'écran, ça alimente l'écran, ça alimente tout ce qui est connecté à l'écran, périphérique et tout,
Et vous avez la bande passante pour littéralement même avoir plusieurs écrans l'un derrière l'autre. 480 watts, c'est même suffisamment d'énergie pour alimenter plusieurs écrans gamer haut de gamme qui montent à plus de 240 Hz même. Donc c'est juste pour dire à quel point c'est énormément de courant. Donc pas forcément besoin d'avoir 480 watts, honnêtement. Aussi, le problème derrière que vous devez voir directement, c'est qu'il faut qu'ils viennent de quelque part, ces 480 watts. Donc là, le problème, c'est déjà quel voltage ce sera. En toute logique, l'USB type C fait jusqu'à 19 volts. Donc, est-ce que ce sera aussi du 19 volts? Sauf que les écrans... Alors, les écrans peuvent utiliser certainement des voltages assez bas, mais en général, un écran, vous le branchez et il prend du 230 volts et puis après, il refait dans son voltage qu'il utilise. Je ne sais pas trop le voltage qu'utilisent les écrans en temps normal. Peut-être que c'est 48 volts, peut-être que c'est justement 19 volts, c'est tout à fait possible. Mais oui, il faudra que l'électricité vienne de quelque part. Donc, quelle est la situation au niveau de votre PC? Parce que 480 watts, ça veut dire que vous allez avoir besoin d'une énorme alimentation et tout. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour avoir moins de câbles? Je ne sais pas. Donc, le plus intéressant, je dirais honnêtement, c'est plus ce fameux JPMI type C qui lui est un USB type C. Donc, en toute logique, à mon avis, un câble USB type C de bonne qualité serait capable de faire tourner cette norme. Parce que c'est juste une technologie. Le câble et la technologie sont séparés, on va dire. Un câble Thunderbolt 5.0, certifié Thunderbolt 5.0, fera aussi tourner de l'USB 4.0. Et même de l'USB 2.0 si vous le voulez. Et certains câbles USB 4.0, même s'ils ne sont pas certifiés Thunderbolt, pourraient faire tourner du Thunderbolt 5.0. C'est juste que mais ils n'ont peut-être pas payé pour faire les tests pour être sûr d'avoir la certification derrière. Donc là, c'est la même chose. Un câble JPMI type C, c'est juste une certification, une technologie derrière qui est différente de l'USB 4.0, tenez-en compte. C'est la façon dont ils traitent les données est différente et c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir justement ces 96 Go de bande passante. Donc, à voir, mais ça peut être intéressant. Mais c'est une technologie, évidemment, qui est créée en Chine, donc peut-être que ce sera juste réservé au marché chinois, tout simplement. Et enfin, une petite news très rapide sur le fait que SpaceX a... Bon, évidemment, ces derniers temps, ça a été compliqué un petit peu pour eux au niveau des lancements, parce que pour information, les 2 derniers lancements, ils ont perdu à chaque fois le second étage, ce qui est un petit peu dommage. Mais du coup, par contre, ils ont à chaque fois rattrapé le booster, et notamment, le dernier booster qu'ils ont rattrapé, il pourrait... ce booster 14, ils pourraient le réutiliser. Donc, ils l'ont rattrapé, ils l'ont analysé et tout. Et là, actuellement, ils ont fait même un static fire. Donc, ils ont testé tous les moteurs à pleine puissance. Et en toute logique, c'est les mêmes moteurs qui étaient sur le booster 14 depuis son premier lancement. Donc, ils pourraient totalement le réutiliser. Alors, peut-être qu'ils ont remplacé un moteur qu'on ne voit pas à l'intérieur autre chose. C'est tout à fait possible. Parce qu'il y a aussi un de ces moteurs, si je me souviens bien, je ne sais plus si c'était sur le booster 14, mais il y a un des moteurs qui est le moteur Pi, parce que c'est le Raptor 314, donc c'est Pi, 3,14. Et donc, celui-là, lui aussi, a été déjà réutilisé une première fois. Et donc, ce serait sa 3e fois qu'il a été réutilisé, ce qui est intéressant. Donc, on ne sait pas si c'est le cas parce que là, c'est une image du lancement, mais actuellement, il est sur le pad de lancement, donc on ne voit pas les moteurs, ils sont cachés. Donc, plutôt intéressant. Ça marquerait une étape importante, justement, de réutiliser un booster parce que oui, ils ont réussi à en rattraper, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent forcément les réutiliser. Donc, s'ils peuvent revoler avec un booster qu'ils ont utilisé récemment, ça montre que ça marche tout simplement. Évidemment, c'est similaire à ce qu'ils font avec la Falcon 9, mais quand même, c'est exceptionnel vu la différence, on va dire, de taille pour la fusée. Maintenant, le plus important, évidemment, c'est qu'ils arrivent à réussir le reste de la mission et notamment que le second étage, le Starship ou le Ship si vous préférez, n'ait pas de problème cette fois-ci pour le prochain lancement. Donc, il devra avoir un lancement très prochainement. On ne sait pas quand exactement, mais maintenant, depuis que, évidemment, vu les changements politiques aux États-Unis et vu le rapprochement politique, justement, d'Elon Musk avec une certaine personne, ça facilite les choses au niveau procédural, on va dire. Parce que bien souvent, des fois, SpaceX devait attendre des trucs, on va dire comment on dit en français? Les licences de lancement, voilà. Donc, il y a le FAA, qui est l'agence américaine de tout ce qui est spatial et aussi aérien. Quand vous faites des lancements spatiaux, vous devrez obtenir une licence de leur part pour avoir le droit de voler au-dessus, tout simplement, des territoires américains. Et donc, à chaque fois, bien souvent, les lancements SpaceX étaient retardés à cause de cette licence. Alors, ce n'était pas un énorme retard,
surtout par rapport à, on va dire, au cycle habituel des fusées qui est très lent. Ils avançaient plutôt vite, le FAA, pour faire ces licences, mais voilà, c'était pas aussi vite que SpaceX. Et donc là, maintenant, ben, cet obstacle est littéralement retiré. Donc, à mon avis, ouais, on peut s'attendre à des lancements encore plus rapides, même si évidemment, c'est bien de lancer rapidement les fusées, mais c'est encore mieux de faire en sorte que ben, le second étage n'explose pas dans le ciel. Ça, ce serait pas mal. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Et donc, voilà, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. Comme d'habitude, pour laisser un pouce bleu, pouce rouge, commentaire, peu importe, comme vous le voulez. N'oubliez pas, du coup, de peut-être checker les deals dans la description si vous voulez soutenir la chaîne. Puis, évidemment, c'est des bons deals, donc c'est toujours intéressant. En tout cas, si c'est intéressant pour vous, parce que peut-être que vous n'avez pas besoin de RAM ou autre chose. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à checker la description. Et merci d'avance pour ceux qui, justement, utilisent un de ces liens.